Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler d'agriculture numérique, comme c'est écrit là. Et on a déjà eu quelques illustrations tout à l'heure de la mise en œuvre du numérique dans les exploitations agricoles. Et donc, si ça marche ou ça marche pas, non, il faut utiliser ça. Alors, la révolution, en fait, le numérique, c'est une véritable révolution en agriculture. Il faut le regarder comme tel. Et en 2012, Jérémy Rifkin écrivait un bouquin intitulé la troisième révolution industrielle, dans lequel il soulignait clairement que le numérique en fait était le vecteur de cette révolution. Et en termes, quand on parle d'agriculture numérique, il y a une erreur à ne pas faire, de mon point de vue, c'est de confondre ça avec l'arrivée du numérique en agriculture, qui est en fait, on prend l'agriculture d'aujourd'hui, on colle du numérique dedans et on fait un peu mieux ce que l'on fait aujourd'hui. En fait, l'arrivée du numérique transforme l'agriculture beaucoup plus profondément que ça, et ça fait partie des thématiques qui sont travaillées dans Digitag, de réfléchir à ce que peut être l'agriculture et l'ensemble de la chaîne de valeur qui lui est associée après la transformation du numérique. Et donc pour l'agriculture, le numérique est une innovation exogène, c'est pas le monde agricole qui a inventé les capteurs, les calculateurs et tout ce qui va avec, et dans une certaine mesure, et même pas dans une certaine mesure, c'est une révolution à l'égal de ce qu'a été l'arrivée de la machine-outil en agriculture et de toutes les transformations engendrées, et à l'égal de ce qu'a été l'arrivée de la chimie et de toutes les transformations qui en sont issues. Et donc l'agriculture l'agriculture numérique, c'est une révolution qui, comme toutes les révolutions, engendre des destructions. Et donc on va pouvoir dire avant c'était mieux, mais de toute façon c'était avant. Donc c'est comme ça. Et donc maintenant c'est vers le futur. Et donc il y a trois transformations qui se produisent exactement en même temps, comme dans toutes les transformations et toutes les révolutions. C'est la transformation technique et technologique. Elle est combinée avec une transformation organisationnelle, et donc on doit anticiper les organisations qui vont être modifiées. Et puis c'est obligatoirement une transformation sociale et sociétale. Dans les interventions des agriculteurs tout à l'heure, il y a eu un certain nombre d'exemples et d'illustrations de l'impact et des transformations induites par l'arrivée du numérique. La particularité du numérique, c'est qu'elle intègre dans ce dont on parle aujourd'hui, trois dimensions technologiques partagées. Et quand je dis partagées, elles sont partagées avec des tas d'autres secteurs. Et donc nous n'en voyons qu'un tout petit bout et nous partageons les transformations et les innovations qui sont faites dans d'autres secteurs. Le premier point, c'est ce dont on parle très souvent, et on a tendance à se focaliser peut-être un peu trop là-dessus, c'est la problématique de la production massive des données. On a des capteurs dans tous les sens. On se pose des questions sur le fait qu'on ne veut pas partager des données, mais tout le monde a son smartphone dans la poche, là, et c'est pour ça qu'on est dans le top 10 des Trend Topics pour le moment, mais c'est parce qu'en fait, on est tous en train de livrer des tas de données dans tous les sens, parce qu'on est tous ici à Montpellier. Donc il y a des tas de capteurs partout, des tas de types de capteurs, et certains sont fixes. Donc il y a quelques exemples là, certains sont mobiles, des capteurs qui sont sur des satellites ou sur des drones, ils fournissent des données. Il y a des tas de données fournies par la dimension moléculaire, qui est en fait un des endroits où on a produit historiquement le plus de données. Et quand on fait du séquençage d'un génome, et vous pouvez faire séquencer votre génome, ça n'a pas forcément un intérêt majeur, mais vous pouvez le faire séquencer. Aujourd'hui, pour 500 € à peu près, vous avez la séquence complète de votre génome. Il y a pas mal de données parce qu'il y a pas mal de bases dans votre génome, et comme dans le mien d'ailleurs. Il y a des données publiques qui sont produites par l'ensemble des services administratifs qui suivent l'ensemble de la population française de tout ce qui se passe. Et puis, vous avez des données participatives. Et d'une certaine façon, les données fournies par votre téléphone et votre smartphone et votre activité permanente sont des données de type participatif. Ça, c'est le premier point. Il ne serait rien s'il n'était pas couplé un minimum au deuxième, à savoir l'augmentation des puissances de calcul, qui sont absolument fantastiques, et donc de la capacité à traiter cette information-là. Et puis, c'est lié aussi à l'augmentation des débits de réseau. Ça a été évoqué pour la situation africaine. C'est vrai aussi en France. Et quand, en venant par TGV depuis Paris, il y a encore comme pas mal de zones où ça passe pas très bien. Et donc, on passe son temps à râler. Alors, ce numérique, cette transformation numérique, en fait, va générer une création de valeur. Et une création de valeur qui n'est pas qu'une valeur économique. C'est une valeur aussi environnementale et c'est aussi une valeur sociale. L'exemple que citait Marie Chaput tout à l'heure le fait que ça permette de changer la façon de travailler et puis de pouvoir regarder si une vache est en train de véler, mais de regarder à la télé sans avoir besoin de se lever, y compris en Haute-Loire, ça a un sens et c'est une performance sociale. En fait, il y a les 4 niveaux. Il y en a un dont on a beaucoup parlé, c'est l'aide à la décision. Donc ça consiste à améliorer la prise de décision grâce à un nombre accru de données,
en temps réel et avec un meilleur traitement de l'information. Donc c'est faire plus précisément mais ce que l'on faisait avant. Et ça peut être à la fois sur des démarches productives, mais c'est aussi sur des démarches environnementales. Et donc pour faire plaisir à Olivier Le Gall, ici c'est l'exemple d'une ruche connectée, sentinelle de l'environnement, et qui en fait fournit en temps réel la capacité, si on traite correctement l'information, de réagir et d'agir. Le deuxième élément, c'est la problématique de capture de l'hétérogénéité, et donc ce que l'on met en fait derrière l'agriculture de précision aujourd'hui. Je crois que je l'ai mis sur la diapo d'après, voilà. Dans tout ce que l'on travaille, il y a des hétérogénéités dans les entités qu'on travaille. Au sein d'une parcelle agricole, la parcelle agricole française moyenne dans le bassin parisien fait aujourd'hui 14 hectares. Elles ne sont pas homogènes, et donc comment on arrive à travailler ces questions-là? Mais c'est aussi les troupeaux d'animaux. Aujourd'hui, en fait, on arrive à traiter les vaches individuellement, mais on n'arrive par exemple pas à traiter les porcs individuellement. Ils sont en bande, même si on les a créés pour être homogènes. Ils sont hétérogènes, et donc on doit être en mesure de capturer cette information-là. Et aujourd'hui, il y a des robots d'alimentation qui sont développés par l'IFIP notamment, qui permettent d'alimenter les porcs individuellement. Je vous donnerai quelques chiffres sur ce que ça génère. Et ça conduit en fait à assurer l'action la plus précise, la plus adaptée, et la plus adaptée aussi en termes de temps, à chaque point d'une parcelle ou sur chaque animal et chaque animal d'un troupeau. Et en fait, ça, c'est l'illustration de ce que permet de faire FarmStar. Et Integrated Farming System a fait toute une chaîne de décisions et a fait qu'un certain nombre de points, mais où globalement, en fait, on produit la même chose qu'avant, mais avec des interventions extrêmement précises. Alors, en termes d'impact de ça, le gouvernement indien a fait une étude assez large qui montrait que si on arrivait à capturer l'ensemble de l'information avec des technologies de précision, c'est plus 16% de rendement et 50% d'eau économisée, ce qui n'est pas si mal. Erinov a fait la même étude en France, et ils arrivent à peu près entre 25 et 30% d'économie si on capturait, enfin d'amélioration du rendement, et donc en fait dans l'autre sens d'économie si on travaille proprement, si on fait ça sur chaque point de grande parcelle. Et les études qui avaient été faites par l'IFIP montraient que si on alimentait chacun des porcs d'une bande proprement, ça faisait 30% d'économie d'aliments et donc 30% d'économie d'impact environnemental. C'est déjà pas si mal que ça. Et donc, en fait, ça peut ouvrir des champs sur toute la problématique de gestion modulée des cultures, mais ça, Bruno Tisser va en parler juste après. Et ça, l'élément d'après, en fait, c'est comment cette prise de décision s'articule avec l'opération très ponctuelle des machines, et donc c'est l'augmentation des automatismes, et donc le fonctionnement autonome des machines, c'est le robot, c'est la robot de traite, et donc je n'ai pas résisté au fait de vous faire cette image de promotion d'une marque de tracteur bien connue, qui dit que bientôt c'est le tracteur tout seul qui ira chercher sa médaille, et de fait, celui-là, il est capable de fonctionner de façon totalement autonome. Il y a deux autres sources de création de valeur. C'est la gestion du risque, qui est quelque chose qui est extrêmement important, puisqu'il y aura une capacité à anticiper les volumes, à anticiper les qualités, par l'amélioration des modèles de précision. C'est la gestion des marchés à l'échelle globale. Alors, vous allez dire, il y a déjà des salles de marché partout, mais là, en fait, les modèles vont être de fait améliorés, et puis c'est le développement d'une offre assurantielle nouvelle. C'est important parce que, globalement, ça fait partie des éléments qui permettent de faire baisser la charge mentale sur l'ensemble des opérateurs, et cet élément de charge mentale est une des dimensions importantes de la qualité sociétale et sociale de ce que l'on fait. Mais sans doute que l'élément le plus important, et en tout cas pour moi, c'est l'élément le plus important de ce que va induire le numérique, et donc ce qu'est l'agriculture numérique, c'est la modification extrêmement forte de la chaîne de valeur. Alors pourquoi elle va être modifiée? La chaîne de valeur, elle est liée à la valorisation d'une matière première, et il va se mettre en place une propagation de données liées à cette matière, mais qui va s'organiser en parallèle. Et quand on met propagation, ça veut dire qu'au fur et à mesure de ces étapes-là, il y a une accumulation, il y a un enrichissement de cette information-là. Et ça peut porter sur les volumes, sur la qualité, sur la localisation, sur la disponibilité. Aussi une évaluation dans l'autre sens, parce que c'est une donnée qui peut remonter, une évaluation en temps réel de ce que c'est. Et parmi les opérateurs qui vont faire remonter de l'information, il y a le consommateur qui va être un acteur de la qualité et qui, parce qu'il va pouvoir faire remonter cette information-là, va faire évoluer les modes de production et de transformation en amont en travaillant lui-même l'équilibre entre le prix et la valeur et la qualité de ce qu'il a perçu. Et donc ça va aussi modifier la relation de confiance. En fait, c'est exactement ce que l'on fait déjà tous quand on utilise Airbnb.
enfin je ne fais pas de publicité, mais on trouve un document, enfin un lieu pour se loger, il y a une information, et en retour, après avoir, voilà, c'est ça, il s'est fait hacker sa ruche. Et si le virus, enfin c'est pas un virus néonicotinoïde, mais si le virus il était tagué, en fait, on aurait une information assez importante. Et ça commence à se développer, de mettre dans un certain nombre de vers, et en particulier des vers de terre, en fait, une micropuce qui est capable de documenter ce que fait le ver de terre, et donc de fournir une information sur son milieu. Mais bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc, en fait, quand vous utilisez Airbnb, en fait, en retour, vous fournissez de l'information, et donc vous changez de fait la chaîne de valeur. Et voilà. Et donc, ça va changer, en fait, le sens des régulations et le rôle des acteurs. 3 exemples pour ça. Sur le vin, parce qu'on est à Montpellier, et donc le vin, c'est quelque chose d'important. Il y a la société WID qui a mis en place un étiquetage RFID contre les fraudes pour les bouteilles de vin un peu chères, parce que c'est à peu près 20% des bouteilles de vin qui valent plus de 20 €, qui à l'échelle du monde sont des contrefaçons, et donc elles peuvent être pucées. Et si vous rajoutez à la puce en fait un capteur de température, vous avez en même temps que la certitude que c'est le bon vin, vous avez toutes ces conditions de vieillissement. Et donc de fait, vous générez une valeur ajoutée. Se met en place, je ne sais plus sur quel canard c'est sorti aujourd'hui, mais tout un truc sur l'intelligence artificielle dans le vin, et qui soulignait le rôle des chatbots sur le vin comme étant des façons de partager la qualité des vins. Donc autant vous dire que les grands ouvrages sur la qualité des vins risquent de souffrir un peu. C'est aussi ce qui fonde l'organisation des circuits courts. Ils se bâtissent sur des relations de confiance, de proximité, mais la proximité, elle peut s'allonger géographiquement si le lien se fait par ces moyens de communication-là. Et puis, ça va conduire à l'arrivée de nouveaux opérateurs sur le marché. On mentionnait tout à l'heure l'impact que pouvait avoir le fait que Monsanto ait racheté Climate Corp pour $1 milliard. Il ne vous aura pas échappé la semaine dernière que Amazon a racheté Whole Foods pour $13,7 milliards. Et Whole Foods, c'est la première chaîne de distribution de bio dans le monde, de produits d'origine d'agriculture biologique dans le monde. Et de fait, c'est pas par philanthropie qu'ils ont fait ça. Enfin, je ne crois pas, en tout cas. Et donc, de fait, c'est un acteur absolument nouveau qui, par la voie du numérique, arrive sur cette chaîne-là et donc, de fait, la change. Donc, nous devons être conscients de tous ces éléments-là. Alors, il y a des tas de questions qui sont générées par ça. Je vous en ai identifié que quelques-unes. Il y a la problématique des données. On peut parler pendant 107 ans de la propriété des données. C'est bien. En fait, pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas du reste. Le problème, il n'est pas la propriété, il est l'usage. Qu'est-ce que l'on en fait? Qu'est-ce que l'on crée comme valeur à partir de là? Il y a une vraie question sur la disponibilité, sur l'accessibilité. Et clairement, nous devons promouvoir la démarche d'open data. Alors, open data, je dis toujours ça pour rire, mais open data, ce n'est pas open bar, c'est plutôt happy hours, puisque, en fait, c'est partagé entre des groupes de privilégiés, dans des conditions privilégiées, et dans des gens qui partagent à peu près le même objectif. Il y a une question centrale qui est la question de l'ontologie. Si vous ne parlez pas la même langue, vous ne pouvez pas connecter les choses. Et donc, l'interopérabilité. Et puis, ça a des conséquences. C'est d'abord choisir d'ouvrir ces bases de données. Il y a un dégât collatéral ou un impact collatéral qui, de mon point de vue, est positif à l'ouverture des bases de données. C'est que quand vous ouvrez vos bases de données à l'échelle mondiale, si vous êtes les premiers sur un domaine, vous imposez vos normes, vous imposez vos standards et de fait, vous prenez une forme de pouvoir. Et pour faire ça, il est essentiel d'avoir des démarches collaboratives volontaristes, non pas subies. Et donc, parmi ces exemples, on peut citer la démarche, et j'en profite pour saluer Jean-Marc Bournigal, dont c'est le dernier jour à la tête d'IRSTEA, la démarche autour du portail des données, et donc Hackgate, qui est ce projet porté d'avoir un portail et des partages, et puis la démarche opérationnelle autour d'API Agro, qui met des bases de données en relation et qui permet de les gérer et de réguler l'accès. Donc on voit bien que le système, il est en train de démarrer, et en fait, celui qui ne sera pas dans le train va courir après, peut-être dans une Micheline, mais en tout cas, il ne sera pas dans le TGV. Deuxième question prégnante, c'est le traitement de l'information. Alors, ça sera sans doute expliqué après, puis Fred pourra vous faire un cours tout à l'heure, si vous voulez. C'est l'ouverture vers la modélisation de systèmes complexes, c'est les problématiques d'intelligence artificielle, c'est les problématiques de machine learning. Toutes ces machines-là traitent des tas d'informations de façon totalement automatique. Donc, vraisemblablement, nous sommes repérés comme étant à Montpellier par des machines. Il doit se passer quelque chose de pas normal, mais ce n'est pas si important, parce que ça doit être logique, voilà. Et donc, les conséquences de ça, et de cette modélisation, voilà, c'est sponsorisé par l'IFV.
La conséquence, c'est qu'à cette aune-là, il faut clairement revisiter l'interdisciplinarité. Ça va refonder totalement l'interdisciplinarité en matière de recherche. Ça va modifier le partenariat institutionnel. Et de ce point de vue-là, le partenariat de Digitag est emblématique en ayant IRSTEA, l'INRA, l'INRIA. Et on voit bien qu'en fait, des nouveaux partenariats s'organisent autour de ça. Et c'est majeur. Et là aussi, on va voir arriver de nouveaux opérateurs. Il suffit de regarder tous ceux qui viennent traiter les informations. Et ça va aussi engendrer des possibilités absolument nouvelles, celle de gérer des systèmes complexes, d'où on peut considérer que un des leviers majeurs pour l'agroécologie, ça va être le numérique, pour pouvoir gérer l'ensemble de la complexité, parce que l'agroécologie, c'est quelque chose qui est complexe, qui n'est pas compliqué, à condition que l'on arrive à encapsuler la complexité. Et donc, de fait, le numérique, ça sera un levier pour la diversité des agricultures, et donc on devra parler des agricultures numériques, parce qu'elles sont de fait très très diversifiées. Ça va induire des modifications sociales et sociétales, le développement absolument évident des démarches participatives, par les données, par les observations, l'ouverture vers le crowdfunding, des plateformes de financement participatif, l'exemple par exemple de la plateforme Mimosa qui permet de faire ça, et il y en aura d'autres, et il y aura beaucoup d'initiatives dans ce secteur-là. La modification des réseaux sociaux en agriculture, ça a été évoqué tout à l'heure, et le rôle que ça peut avoir, par exemple Twitter, qui permet de créer des réseaux et de diffuser des visions. C'est la diffusion de savoir, et les MOOC sont une traduction de ça. Des nouvelles organisations collectives, et donc là où on avait des organisations très traditionnelles en agriculture, on va en avoir d'autres. Et puis vous avez des systèmes qui vont reproduire de façon beaucoup plus active ce qui existe déjà, mais comme WeFarmUp qui met ensemble du matériel agricole, c'était ce que l'on faisait avant avec des CUMA sur des zones très petites, et là ça va être beaucoup plus large. Et donc en fait la transition numérique qui va s'opérer dans nos sociétés, elle va se faire selon deux vecteurs intrinsèquement liés. D'une part, mieux faire ce que l'on fait, donc avec la collecte et le traitement d'informations qui vont permettre des schémas d'analyse prédictive et d'optimisation de ce que l'on fait, et d'autre part, des échanges de pair à pair qui vont changer le fonctionnement des réseaux sociaux. Et donc, je me permets de mettre ce parallèle avec une belle pièce qui date de l'époque de Sully, où en fait, son slogan, c'était « Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France ». Et on peut dire que globalement, l'agriculture après le numérique, les deux mamelles seront d'une part mieux faire ce que l'on fait, et d'autre part avoir des fonctionnements collectifs totalement différents. Et puis un point d'attention que l'on doit avoir par rapport à ça, c'est le risque de fracture. Ça a été mentionné, les fractures sociales, les fractures géographiques. C'est quelque chose qui relève en fait de ce que devrait devenir le rôle régalien des États de prendre en compte ces dimensions-là. Ça a des incidences, et je suis presque au bout, donc je vais rassurer Aliette par rapport à ça. La première incidence, et pour moi, elle est majeure, c'est attirer de nouveaux talents en agriculture et en agroalimentaire par la voie du digital. Moi, j'avais été frappé par les jeux digitales qui avaient eu lieu au ministère de l'Agriculture en avril 2015. Philippe s'en souvient peut-être. Il y avait 8 startups présentées. Sur les 8 startups, il n'y en avait qu'une qui était portée par un ingénieur agronome. Les autres étaient portées par des gens d'HEC, Harvard, Polytechnique. Ça veut dire qu'en fait, des gens d'ailleurs viennent, et c'est des sources de talent, et c'est absolument génial. Donc ça, c'est un élément majeur. Et puis, pour finir, en fait, on sous-estime une des propriétés intrinsèques du numérique, et c'est une propriété à très très haut potentiel, c'est que ça permet des démarches translationnelles. En fait, quand vous développez une technologie et une démarche ou une recherche qui n'est vraie qu'à un endroit, vous n'apprenez rien pour les autres. Le numérique, il a cette capacité à générer des démarches translationnelles, puisque vous partagez des ressources. Quand on crée un capteur, il y a des bouts qui sont réutilisables. Quand on crée des softs, on peut les utiliser ailleurs. Et clairement, ça, c'est des capacités en fait, à aller très très vite et à généraliser des tas de choses. Et on l'a vu tout à l'heure, c'est une base de dialogue aussi pour les agricultures du Nord et du Sud. Pas pour apprendre de façon un peu colonialiste, tout au contraire, en fait, si les exemples qui ont été donnés tout à l'heure sont absolument géniaux, en fait, la circulation de la monnaie, en fait, ça a été créé bien avant qu'on ait nos banques en ligne, en fait, hein, et c'est des systèmes dont on peut apprendre à la fois en termes d'organisation, de technique et de fonctionnement. Merci pour votre attention.